Merci d'être avec nous. Nous sommes avec François Hollande, Monsieur le Président, Monsieur le député. Bonsoir. Bonsoir. Ça fait drôle là. Voilà, je m'interromps, pardon. Déjà, on écoute Monsieur Zelensky et Monsieur Biden. Vous avez partagé vos plans pour mettre fin à cette guerre. C'est ce que nous allons évoquer aujourd'hui. L'Ukraine va s'imposer sur le champ de bataille et dans ce conflit. Je pense qu'il y a deux éléments importants. Premier point, il faut renforcer la position de l'Ukraine sur le champ de bataille. C'est pourquoi je suis fier d'annoncer un nouveau plan d'aide de 2,4 milliards de dollars en assistance militaire. J'ai demandé au Pentagone d'allouer ces fonds d'ici la fin de mon mandat. Et ce, afin de renforcer la main de l'Ukraine dans de futures négociations via le champ de bataille. Deuxième point, nous nous apprêtons à aider l'Ukraine à avoir du succès sur le long terme. Vous le savez mieux que personne. Lors du sommet de Washington, nous avons souligné l'importance d'aider l'Ukraine à accéder à l'Union européenne et à l'OTAN en renforçant ses institutions démocratiques et en luttant contre la corruption. L'Ukraine doit disposer des capacités pour le faire. Elle les a déjà, il faut que nous les renforcions, et ce, afin de se défendre contre d'éventuelles agressions. Je suis fier de renforcer notre partenariat. Nous avons lancé le groupe de contact de l'Ukraine avec plusieurs dizaines de pays pour renforcer la sécurité à long terme de l'Ukraine. Avec l'Union européenne, nous avons lancé l'initiative de reconstruction de l'Ukraine qui mobilisera des fonds russes, des ressources russes pour reconstruire l'Ukraine. Nous sommes aux côtés de l'Ukraine aujourd'hui et nous le serons à l'avenir. Nous avons beaucoup d'enjeux à évoquer, mais ces deux éléments seront critiques quant à la fin de la guerre. Je le répète, la Russie ne s'imposera pas, la Russie ne parviendra pas à l'emporter. C'est l'Ukraine qui l'emportera et nous serons à vos côtés à chaque étape. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, merci pour votre soutien, merci pour les décisions que vous avez prises et qui nous aideront à défendre le sol ukrainien et à sauver des vies ukrainiennes. L'Ukraine et les États-Unis se sont tenus côte à côte depuis les premières minutes de cette agression russe. Votre détermination est très importante pour nous. Elle nous permet de vaincre. Vous l'avez dit hier, il y aura une rencontre du G7+, visant à évoquer la reconstruction de notre pays. Et cela sera extrêmement utile. Nous devons restaurer la normalité de la vie quotidienne en Ukraine dans le cadre des valeurs démocratiques que vous avez évoquées. Vous avez également évoqué des agréments de sécurité bilatéraux qui sont absolument essentiels. Nous en avons avec les États-Unis, entre autres. Nous sommes très reconnaissants pour cela. Et merci encore pour cette mise en œuvre. Nous avons une vision commune quant à l'avenir de la sécurité en Ukraine, à savoir dans le cadre de l'OTAN et de l'Union européenne. L'Ukraine conduit un nombre de réformes. Voilà, Monsieur le Président, on a été interrompu vraiment à la seconde près, mais puisque l'image est là, un mot là-dessus, puisque vous, ancien président de la République, vous avez été combien de fois dans ce bureau ovale ? 3 fois, de mémoire. La première lorsque j'ai fait mon premier déplacement aux États-Unis, et puis 2 autres fois pour une visite d'État, et une 3e fois pour une rencontre sur les sujets qui n'étaient pas très différents. Déjà l'Ukraine, et puis il y avait eu, hélas, le malentendu syrien, puisque nous n'avons pas pu convaincre les États-Unis qu'il fallait à ce moment-là intervenir. On était en août 2013. Mais là, Biden, qui a toujours été plus offensif que Obama. Obama avait été élu quand même sur le principe de la non-intervention. Biden a montré, avec beaucoup de courage, un soutien à l'Ukraine dès le début. Et donc, qu'est-ce qu'il fait là, le président des États-Unis ? Avant une élection incertaine, celle du mois de novembre, il donne toutes les garanties à l'Ukraine pour d'abord des fournitures d'armes, pour des moyens financiers, et même, il a ajouté, ce qui n'était pas si évident, une volonté de faire entrer l'Ukraine le moment venu dans l'OTAN. Je rappelle ce moment historique, vous le faites. Obama a été moins courageux que vous. Il y a ce moment où la France était prête à frapper Bachar el-Assad, allié de Poutine, et c'est Barack Obama qui avait reculé au dernier moment. Est-ce que vous en gardez un souvenir cuisant ?
un souvenir, en tout cas, précis et douloureux. Parce qu'il y a des moments où un pays et une coalition doit intervenir et des moments où un pays et une coalition ne doivent pas intervenir. On se souvient de ce qu'avait fait Jacques Chirac pour la deuxième guerre du Golfe, de ne pas y participer. Mais là, il y avait des armes de destruction massive qui avaient été utilisées par le régime de Bachar el-Assad, et donc ne pas frapper, comme nous l'avions ensemble convenu, c'était envoyer le message à Bachar el-Assad, mais surtout à Poutine, que dès lors, il n'y avait plus de ligne rouge. Alors que tirez-vous de cette leçon? Aujourd'hui, c'est un débat majeur en Occident. Oui ou non, la France et d'autres devraient-ils donner à l'Ukraine les armes à longue portée pour frapper même à l'intérieur de la Russie? Cette question, au départ, elle était très difficile à imaginer, et même pour la réponse à lui donner, la crainte d'un embrasement. Mais il se trouve que ça fait maintenant plus de 2 ans que les forces russes sont en Ukraine, et continuent d'ailleurs d'avancer. Et pour la première fois, les forces ukrainiennes sont entrées sur le territoire russe. Donc il faut bien envoyer un message à Poutine de dire que si le conflit doit durer, alors les armes, y compris à longue distance, seront utilisées. Est-ce que vous avez peur quand Poutine dit, aujourd'hui encore, s'il y a une attaque massive en termes d'avions, de missiles à l'intérieur de la Russie, oui, la guerre nucléaire est possible? On ne peut jamais négliger une menace. Et venant de Poutine, elle peut, à un moment, trouver une forme d'exécution. Mais ça fait combien de fois que Poutine agite la menace nucléaire, dès le début même du conflit ukrainien? Il bluffe? Oui, il bluffe, mais quand vous êtes dans une partie, vous devez quand même regarder si il a les moyens du bluff ou si il peut, à un moment, étaler son jeu. Donc, ne négligeons rien, mais ce que je sais, c'est que Poutine connaît les règles de la dissuasion et que si il imaginait l'utilisation d'une arme nucléaire, il anticipe que son pays serait frappé et détruit par les États-Unis et sans doute aussi par d'autres. François Hollande, vous signez Le défi de gouverner, je le recommande vraiment, c'est un livre passionnant d'histoire, érudit, sur la gauche, sur les grands ancêtres, Jaurès, Blum, Mendès France, Mitterrand bien sûr, etc. On va en reparler dans un instant, mais d'abord les événements tragiques qui bouleversent la France, les suites du meurtre de l'étudiante philippine qui provoque la controverse. Quelle est la leçon que vous tirez? Oui ou non, selon vous, c'est la vérification qu'il y a eu une forme de laxisme en France? Non, il n'y a pas eu, en l'occurrence, de laxisme. Il y a eu une mauvaise utilisation des règles qui existent. Ce personnage qui a, hélas, sûrement tué cette jeune étudiante, il était en prison. Nous savions, enfin, les autorités savaient parfaitement à quel moment il allait sortir de prison. Donc le premier acte qu'il fallait faire, assez en amont, c'est demander à ce que les autorités marocaines puissent donner ce qu'on appelle un laissez-passer consulaire. Et donc, visiblement, il y a eu du retard. Puisqu'il y a eu du retard, il n'a pas été expulsé. Il aurait pu l'être. Parce que une personne condamnée pour un viol peut être expulsée sans recourir à ce qu'on appelle les OQTF. Il n'a pas été expulsé. Donc, comme il avait une décision de reconduite à la frontière, de QTF, il a été placé dans un centre de rétention. Et il se trouve qu'il a été, à la fin de ce délai, il a été libéré et que quelques jours après, il a commis cet acte. Qu'est-ce qu'on doit en tirer comme conclusion? C'est pas les procédures qui manquent, c'est la vigilance, c'est-à-dire l'extrême méticulosité avec laquelle certains individus doivent être suivis et expulsés. Mais ici, on voit bien que la juge voyait le risque de réitération. C'est même noir sur blanc dans l'ordonnance de libération. C'est ça qui paraît inouï. Alors, c'est la juge qui en décide, le juge des libertés, et elle dit, effectivement, vous avez raison, qu'il faut, à ce moment-là, l'assigner à résidence. Ça veut dire quoi, assigner à résidence? Ça veut dire que, normalement, des policiers ou des gendarmes auraient dû vérifier qu'il était bien dans cette résidence. Or, il n'y est jamais allé. Donc, on voit bien que c'est pas en changeant la loi, c'est en étant extrêmement vigilant et extrêmement efficace sur le suivi. Le nombre de QTF, c'est-à-dire le nombre de reconduites à la frontière, c'est à peu près 130 000. Mais on sait qu'il y en a à peine 10 000 qui sont exécutés. Ce n'est pas possible. En revanche, ce qui est grave, c'est que des personnes qui sont un danger ne soient pas expulsées, elles, dans un délai très court. Quand Bruno Retailleau dit il y a un droit à l'inexécution des peines qui s'est installé, a-t-il raison?
Non, c'est pas vrai. Je pense que les informations ont été données par le garde des Sceaux lui-même. C'est-à-dire, il y a un taux d'exécution des peines très élevé en France. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a quand même un... Mais pardon, c'est une histoire d'appréciation. Oui. Quand on apprend, on l'apprenait tout à l'heure, qu'il y a une grande partie des gens condamnés à de la prison ferme qui n'en font pas vraiment, c'est choquant. Ce qui est un problème, c'est au moment où la peine est prononcée, qu'elle ne soit pas immédiatement exécutée. Et c'est ça qu'il faut obtenir, c'est-à-dire de la justice, mais pas simplement de la justice, elle doit avoir des moyens, mais aussi des autorités administratives. Il faut que immédiatement après la peine, la victime sache bien que l'individu qui a commis un acte répréhensible soit immédiatement ou en prison ou dans un système qui l'empêche de nuire. Monsieur le Président, plus généralement, est-ce que la gauche a perdu le sens de l'autorité? Dans votre livre, vous rappelez à quel point des grands leaders de gauche ont été très autoritaires. Clémenceau, qui n'était pas tendre en matière de répression, Guy Mollet, qui était même franchement colonial, très répressif, guerrier. Alors vous dites qu'il vous a beaucoup déçu. Il y a eu une gauche de l'ordre, même de fer n'était pas un tendre, etc. Sans remonter à l'histoire, même si vous avez raison, même Léon Blum connaît des situations d'insurrection qu'il arrive à maîtriser avec courage, avec des formes policières qui ont été quelquefois violentes. Vous-même, quand vous caressez l'idée de la déchéance de nationalité, moi-même j'ai connu... Et entre nous est presque une idée d'extrême droite. Non, c'était... Pas loin. Pas loin. Ça existe, la déchéance de nationalité. Oui. Ça existe pour les personnes qui sont naturalisées sans être nées en France. Vous aviez reculé. Mais j'avais reculé parce qu'il n'y avait pas de consensus. Mais ce que je veux dire par là, quand on regarde l'histoire, parce que c'est le but de ce livre, regardez l'histoire. La gauche, face à ce qu'ont été des épreuves, des actes de terrorisme, ou des phénomènes de délinquance élevés ou de trafic, la gauche a toujours été à la hauteur. Et pour reprendre quelques exemples, c'est Lionel Jospin qui, avec à l'époque Jean-Pierre Chevènement, mais même après Jean-Pierre Chevènement, définit une politique de lutte contre la criminalité et la délinquance qui a été considérée avec la police de proximité comme la plus efficace. Mais aujourd'hui, c'est moi-même qui, face au terrorisme, a été capable, avec les ministres concernés, Bernard Cazeneuve et Manuel Valls, de prendre les décisions. Aujourd'hui, est-ce que c'est possible de renouer avec ça? Est-ce que la gauche peut retrouver le chemin de l'ordre et de la sécurité, qui est autant de droite que de gauche, a priori? Vous avez utilisé les bons mots. La sécurité pour nos concitoyens, elle n'est pas de gauche, elle n'est pas de droite. C'est un droit fondamental d'être en sécurité. Est-ce que pour autant, il faut que les libertés soient sacrifiées? Non. Et c'est ça la responsabilité, pas simplement de la gauche, d'ailleurs, de tous les républicains. C'est de se dire, comment je peux garantir la sécurité à mes concitoyens sans que pour autant la liberté de chacun d'entre nous puisse être mise en cause? Eh bien oui, aujourd'hui, il est nécessaire de mettre plus de policiers qu'il y en a dans un certain nombre de villes et de quartiers. Oui, il faut aussi soutenir les maires pour les polices municipales, ça a manqué. Et oui, il faut aussi qu'il y ait des caméras qui puissent détecter, parce que qu'est-ce qui s'est passé dans le bois de Boulogne? Comment on a pu savoir que cet individu avait commis l'irréparable? Il a fallu géolocaliser l'appareil. Il y a eu des moyens technologiques. Donc la gauche, elle n'a pas à faire plus ou moins, elle a à être républicaine. François Hollande, les divisions de ce gouvernement, non seulement sur des sujets comme celui-là, mais sur le RN. On a vécu cette journée incroyable dans laquelle le ministre de l'économie et des finances a eu deux avis opposés. L'un à 8h du matin, on ne parle pas avec le RN et c'est pas dans le Républicain. L'autre à 14h où il a mangé son chapeau en disant bah oui, on va. Qui a raison? C'était l'Antoine Armand de 8h ou l'Antoine Armand de 14h? Celui qui a eu tort, c'est Michel Barnier. Il avait parfaitement la responsabilité de recadrer son ministre. Ça fait partie. J'ai été président de la République et il y a eu des situations où des recadrages sont nécessaires, des rappels à la discipline, à la solidarité gouvernementale. Pourquoi il a eu tort? Là où il a eu tort, c'est qu'il pouvait très bien recadrer son ministre sans avoir besoin de téléphoner à Madame Le Pen. Ce qui a d'ailleurs rappelé que s'il est Premier ministre aujourd'hui, c'est que Madame Le Pen elle-même a été consultée sur son nom. Et comment qualifiez-vous cet acte? Le fait qu'il décroche son téléphone, semble-t-il, pour rappeler Madame Le Pen? Comme un aveu. C'est l'aveu qu'il dépend de Marine Le Pen. Et de ce point de vue, ça éclaire sur ce qu'est ce gouvernement. Et pour beaucoup de Françaises et de Français qui ont voté pour le Front républicain, c'était quoi le Front républicain? Quand on est de droite, de voter pour un candidat de gauche, ça ne va pas de soi. Quand on est de gauche, de voter pour un candidat ou une candidate de droite. Dans quel esprit? Non pas d'écarter l'extrême droite
de la légitimité. Il y a des députés d'extrême droite, ils ont à être reconnus comme tels, et un ministre, il a une commission parlementaire, la commission des finances, il peut discuter avec tous. Mais là, il s'agissait quand même de ne pas permettre à l'extrême de peser sur notre vie politique. Quelle est votre part de responsabilité? Il y aurait pu avoir un gouvernement de coalition de gauche. Ceux qui vous regardent dans l'esprit et dans les critiques disent mais vous avez tout fait pour l'éviter. Non, je ne peux pas laisser penser que la gauche aurait manqué. La gauche n'était pas majoritaire. Vous avez manqué. C'est ce que certains vous le reprochent très directement. La gauche n'était pas majoritaire. Elle pouvait prétendre, puisqu'elle était le groupe le plus important. Emmanuel Macron ne l'a pas voulu. Ensuite, il y avait sans doute à chercher, c'était la démarche du président de la République, qui pouvait incarner le mieux le Front républicain. Et moi, je me suis expliqué avec Emmanuel Macron, puisque j'ai été reçu. J'ai dit, il faut prendre une personnalité politique. Bernard Cazeneuve, si on va dans cette direction, à un moment, ça pouvait être Xavier Bertrand, une personnalité politique qui cherche à faire le Front républicain. Je peux vous poser une question discrète. Comment s'est passé le rendez-vous avec Emmanuel Macron? On aurait bien voulu être dans la salle, parce qu'évidemment, il vous a trahi, il vous a eu. Oui, mais c'est une histoire ancienne. Je n'ai pas, là, dans la situation d'aujourd'hui, ne nous faites pas croire que c'est pardonné. Je n'allais pas revenir sur ce qui nous avait séparés. Ne nous faites pas croire que c'est pardonné. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y avait pour vous une satisfaction de le voir cette fois un peu en difficulté? Non, moi je ne me satisfais pas de voir mon pays être dans une situation de très grande difficulté de gouvernement. Je ne me satisfais pas d'avoir une extrême droite qui est à ce niveau-là. Je ne me satisfais pas de voir un président de la République qui met 3 mois avant de désigner un Premier ministre. Je ne me satisfais pas d'un gouvernement qui est construit de briques et de broc entre la droite et les Renaissances avec le soutien de l'extrême droite. Donc je ne suis pas mis dans une position narquoise en disant voilà où le président de la République nous a conduits. En revanche, François Hollande, le scénario le plus critique à votre égard, c'est ceux qui disent il est très intelligent, mais il est assez méchant. En réalité, même son ami Cazeneuve, qui aurait pu être Premier ministre, il a plutôt empêché qu'il le soit. Il a poussé Lucie Castet, qui est très respectable, mais qui est très à gauche. Jamais Emmanuel Macron ne l'aurait nommé. Vous savez bien, vous avez vu sa déclaration hier, quand elle disait, ou avant-hier, quand elle dit qu'elle est pour régulariser tous les sans-papiers, qu'ils travaillent ou non. Vous savez très bien que ce n'est pas une candidate qui pouvait être Premier ministre. Non, je ne demandais pas qu'elle soit Premier ministre. Je demandais à ce qu'on puisse au moins vérifier s'il y avait une majorité pour la censurer ou pas. Ouais. Lever l'hypothèque. Lever l'hypothèque. Et ensuite, une fois que c'était fait, puisque c'était le groupe le plus important, je ne connais pas Lucie Castet, donc je n'avais pas à juger de ses capacités ou de ses compétences, mais il se trouve qu'elle avait été choisie par le groupe du Nouveau Front Populaire. Constater qu'elle ne pouvait pas avoir un soutien à l'Assemblée nationale, même qu'elle allait être censurée, et ensuite aller vers Bernard Cazeneuve ou une autre personne. Mais il se trouve que c'est mon ami Bernard Cazeneuve. Donc qu'est-ce que j'ai dit au président de la République? Je lui ai dit, moi je peux simplement donner mon point de vue, d'abord d'ancien président, mais aussi, il se trouve, de député. Je dis, jamais les socialistes ne censureront Bernard Cazeneuve. Monsieur le Président, aujourd'hui, vous avez ce gouvernement où, dites-vous l'otage en partie du RN. Il y a un certain nombre de personnalités dans ce gouvernement qui sont marquées à droite assumée, reconnue. D'ailleurs, ils ne s'en cachent pas. Le mariage pour tous, vous en parlez dans votre livre. Ça a été un épisode très important de votre présidence. De quel œil vous regardez le fait qu'un certain nombre de ministres, M. Retailleau, Mme Garnier et quelques autres, à l'époque, ils ont pu changer d'avis d'ailleurs, mais à l'époque étaient contre le mariage pour tous. Pour vous, est-ce que ça laisse une marque? Qu'est-ce que c'est qu'une trace pour un ancien président ou pour un chef de gouvernement? C'est de faire voter une loi, quelquefois dans une contestation, un tohu-bohu, il y a eu ça, avec des propos agressifs, avec des vociférations, avec des déclarations homophobes, il y en a eu beaucoup. Et puis quelques années après, de constater que les mêmes garantissent qu'ils ne toucheront en aucune façon à cette loi, eh ben, c'est ma satisfaction. Et la satisfaction aussi que peuvent avoir beaucoup de ceux qui ont soutenu cette loi, de dire, finalement, c'est pas simplement que nous l'avons fait passer, c'est qu'aujourd'hui, elle est une loi de la République et personne n'y touchera, y compris ceux qui, hier, dans l'opposition, hurlaient et qui, aujourd'hui, admettent que c'est la loi de la République. Michel Barnier parle d'augmenter les impôts, il parle de justice fiscale, presque un homme de gauche comme vous. Écoutez, s'il le fait, s'il rétablit l'impôt sur la fortune, augmente le taux de ce qu'on appelle la flat tax, c'est-à-dire les revenus du capital, et fait une contribution exceptionnelle sur les grandes entreprises qui ont fait le plus de profit, pourquoi irais-je contredire cette intention? Vous êtes pour un rétablissement aujourd'hui de l'impôt sur le revenu? À partir de quel seuil? De la fortune. Ouais.
De la fortune, oui, De je la pense. fortune. Ouais, on peut l'aménager différemment du passé. Il ne s'agit pas de... Un retour de l'ISF en tout cas, ça c'est Oui, sûr. le retour de l'ISF. Ensuite, sur l'impôt sur les revenus du capital, il n'y a aucune raison qu'en France, quand vous travaillez, vous soyez plus fiscalisé que lorsque vous avez des capitaux qui sont placés. Vous savez à quel point vous a ressorti la fameuse citation, d'ailleurs, est-ce qu'elle a été tronquée, où vous disiez à partir de 4 000 euros on est riche? Alors aujourd'hui, il faudrait réactualiser, parce que c'est une déclaration de 2007. Alors on est riche à partir de quel niveau aujourd'hui? 10% des Français et des Français gagnent plus de 5 500 euros par personne. C'est-à-dire pour un couple, plus de 10 000 euros. Voilà, vous avez ce chiffre. Mais ce sont les intéressant. Ce sont les riches d'après vous? Ce sont les personnes quand même aisées. Mais aujourd'hui, je vais aller faire une distinction. Oui, mais attendez. Est-ce que ça veut dire que tous ceux-là sont ceux qui pourraient, selon cette pression fiscale, faire plus d'efforts? Pas nécessairement. Ils en font déjà beaucoup. Parce que le taux d'impôt sur le revenu est à 45%. Et il y a même une contribution exceptionnelle. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a maintenant un écart qui s'est établi entre les riches, si vous voulez, ceux qui sont au-dessus de ce montant-là, et les très riches. Ce qui s'est produit depuis cette déclaration, c'est que les très riches sont devenus encore plus riches, et les riches ne sont pas devenus nécessairement plus pauvres, mais pas plus riches non plus. Un mot sur l'avenir, 1er octobre, 2 octobre, 1er octobre va entrer. Est-ce que vous souhaitez que ce gouvernement tombe? Est-ce que vous souhaitez qu'une motion de censure soit votée? D'abord, la semaine prochaine, ça ne sera pas la motion de censure, ça sera la déclaration de politique générale, et moi j'écouterai avec attention ce que Michel Barnier va pouvoir annoncer. C'est la première fois qu'il va présenter sa politique. D'ailleurs, ça me conduit à une remarque. Vous parliez des coalitions. Elles peuvent être possibles dans une démocratie, les coalitions. Elles sont fondées, pas simplement sur des combinaisons de personnes, elles sont fondées sur un contrat de gouvernement. Or, pour former le gouvernement de Michel Barnier, il n'y a pas eu de contrat. Donc on va avoir maintenant la présentation de ce qu'il veut faire. Et ensuite, dès lors que cette politique paraîtra contradictoire avec mes propres engagements, il y aura sûrement un débat de censure plus tard. La gravité de la situation économique, avant cette émission, ça me frappait, on échangeait quelques mots de vous-même. Vous aviez l'air impressionné par notamment les derniers chiffres sur l'ampleur de l'emprunt, 300 milliards d'emprunts pour la France. Le risque de la situation à la grecque, c'est-à-dire le risque du décrochage, est-ce que ce spectre existe d'après vous? Non, il ne faut pas l'exagérer, mais néanmoins, c'est grave. C'est grave quand on est à 6% du richesse nationale, du PIB, de déficit. C'est grave quand il y a eu 1 000 milliards de dettes supplémentaires depuis 7 ans. Qu'est-ce qui pourrait dégénérer et qu'est-ce qui pourrait dégrader? Les taux, on le voit déjà maintenant. Les taux d'intérêt. C'est-à-dire, exactement. Quand vous avez une dette importante avec des taux très faibles, vous pouvez continuer à emprunter sans hypothéquer l'avenir. Quand vous avez des taux d'intérêt qui montent, ça veut dire que les charges d'intérêt pour le futur immédiat vont devenir considérables. Aujourd'hui, par exemple, les charges d'intérêt pour pas rembourser les emprunts, pour payer les intérêts, c'est l'équivalent du budget de l'éducation nationale. Veut-on cela? Et donc, à partir de là, les questions qui doivent être posées pour le gouvernement, c'est de trouver sans doute un accord avec Bruxelles pour étaler l'effort, mais de faire qu'il y ait et des impôts et des maîtrises de dépenses. Et ça, c'est le bilan quand même d'Emmanuel Macron et de Bruno Le Maire. Un dernier mot, Monsieur le Président, Monsieur le Député, puisqu'on peut vous appeler, vous préférez qu'on vous appelle quoi maintenant? Et vous m'appelez comme vous voulez. Allez, Monsieur le Député, ça vous rajeunit. Ça me rajeunit, je ne sais pas. Vous racontez dans ce livre, vraiment je le recommande, parce que vous décrivez ce qu'était la 4e République, avec aussi des choses qui marchaient. Contrairement aux préjugés, beaucoup de choses ont été créées, notamment la puissance nucléaire française, déjà sous la 4e. Oui, et le traité européen, le traité de Rome, sous la 4e République. Qu'est-ce qui se passait sous la 4e République? Les gouvernements tombaient. On va voir ce que va devenir Monsieur Barnier. Et les ministres restaient. Il y avait des ministres forts. Alors, ce qui me préoccupe, c'est que non seulement le gouvernement est fragile, mais les ministres sont légers. Allez, ce petit goût de 4e République d'aujourd'hui, ça vous plaît? Non, c'était pas forcément. Non, j'ai été président de la République. Je sais. Vous allez être là, dans l'Assemblée, au cœur du jeu, etc. Bien sûr que ça vous plaît. Non. Je ne veux pas d'instabilité pour mon pays, mais c'est vrai que la 4e République, qui a été si décriée, a montré qu'il y avait des hommes d'État. Eh bien, c'est ce qu'on cherche aujourd'hui. Et que le régime des partis, ça n'est pas forcément. Et que le régime des partis, s'il se traduit par des coalitions et des accords devant les Françaises et les Français, ce n'est pas forcément un mauvais système. Merci beaucoup, Monsieur le député, Monsieur le Président. François Hollande, le défi de gouverner, c'est chez Perrin. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci.